Merci. D'abord, je veux d'abord m'excuser pour ce retard, mais j'avais un excellent ami qui a eu des difficultés à retrouver tout de suite l'adresse. Donc, je vous prie de m'en excuser. Donc, Madame va prendre la parole. Madame, excusez-moi, Véronique Poutrin va prendre la parole et on discutera. J'espère qu'on va avoir assez de temps, hein, parce que ça me semble tout à fait essentiel. On a eu là deux interventions tout à fait passionnantes. Donc, ce serait bien qu'on puisse échanger avec le public et puis les intervenants. Donc, Madame Véronique Poutrin qui va faire un exposé sur, à partir des résultats d'une enquête ethnographique dans un village du Var. Merci. Merci. Donc moi, je me suis demandé, comme les autres, quels sont les facteurs qui favorisent une bonne conciliation entre travail et maternité. Et j'ai essayé donc de dégager les enjeux de cette conciliation. Donc pour tenter de répondre à ces questions, merci. Donc j'ai choisi moi de porter mon attention sur un village du Var, les Arcs-sur-Argent, dans lequel j'ai mené une enquête de type ethnographique pendant plusieurs mois. Donc déjà une brève présentation de ce village. C'est un village de 6000 habitants qui affiche des données démographiques proches des données nationales en termes de taux de natalité et de taux d'activité. Il me semblait que cela constituait donc un terrain favorable pour appréhender les questions du travail et de la maternité. Le village est doté d'une crèche qui peut accueillir 25 enfants et il y a également 32 assistantes maternelles qui peuvent, elles, en accueillir 105. Donc l'enquête que j'ai amorcée dans ce village n'est pas terminée. Je vous présente donc aujourd'hui les premiers résultats qui émanent d'entretiens approfondis, formels et informels, que j'ai pu mener, ainsi que sur mes observations. Donc les histoires des femmes que j'ai pu interroger ne se sont pas toutes uniquement déroulées dans ce village. Certaines femmes sont originaires d'ailleurs, mais ont choisi de s'installer dans ce village à un moment donné de leur vie. Toutes cependant vivaient donc aux Arcs quand je les ai interrogées. Le travail que je vous présente aujourd'hui repose sur une dizaine d'entretiens, sur des récits de vie que j'ai menés donc auprès de femmes au statut social varié, et donc ça sera intéressant d'ailleurs de croiser les résultats avec les deux interventions précédentes. J'ai choisi de privilégier les récits de vie, les monographies, afin de mieux saisir la complexité de l'objet d'étude. En outre, j'ai essayé aussi d'interroger des femmes de générations différentes pour mesurer un peu les transformations des représentations de la maternité et du travail des femmes. Donc évidemment, c'est un phénomène complexe qu'il s'agit d'appréhender. Des études montrent qu'il n'existe pas une explication franche et immuable, mais que, bien au contraire, le phénomène est multidimensionnel. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. Les enquêtes menées par l'INSEE, par exemple, indiquent que, bien que les mentalités aient évolué, dès lors que les jeunes enfants sont concernés, donc il s'agit d'une enquête menée en France en 2011, la moitié des adultes pensent que l'activité professionnelle de la mère peut être un facteur de souffrance pour l'enfant. Les faits sont par ailleurs incontestables. En France, plus d'une mère sur deux d'enfants de moins de 8 ans s'est arrêtée de travailler après la naissance de ses enfants ou a réduit temporairement son temps de travail. Et seuls 12% des pères ont modifié quant à eux leur temps d'activité professionnelle au-delà de leur projet de paternité. Donc c'est en retraçant des histoires de vie que j'ai pu comprendre la subtilité des trajectoires, la fragilité des destins, l'importance des interactions dans le couple, mais aussi le poids de l'environnement familial dans les représentations de ce que doit être l'éducation des enfants. Bien que les trajectoires des femmes interrogées s'inscrivent dans la singularité, des tendances peuvent être toutefois observées.
Si le niveau de diplôme, par exemple, semble être un facteur d'émancipation pour les femmes qui parviennent plus facilement à concilier travail et maternité, la qualité des relations qu'elles entretiennent avec leurs partenaires, quel que soit le niveau de diplôme, semble être tout aussi importante. Il apparaît par exemple essentiel de déterminer dans quelle mesure la naissance d'un enfant s'inscrit ou non dans un projet de couple, et dès lors comment les deux partenaires vont participer à l'éducation des enfants, tâche traditionnellement confiée aux femmes. En outre, de la volonté de la femme à développer son activité professionnelle va dépendre la recherche de solutions adéquates pour la garde des enfants. Cette volonté indéniablement mêlée au regard des autres, notamment des proches, qui vont valoriser ou non l'activité professionnelle des femmes, va permettre à celle-ci de trouver un juste équilibre entre travail et maternité. Donc, afin de présenter les résultats de ma recherche d'une manière un peu plus synthétique, j'ai choisi de distinguer trois parties. Donc, tout d'abord, la place du travail dans la vie des femmes, la place de l'enfant dans le projet du couple, et enfin l'arrivée de l'enfant entre bouleversement familial et professionnel. Donc, ces trois parties que je vais aborder de manière successive, évidemment, sont imbriquées les unes dans les autres et ne sont pas délimitées dans le temps. Elles se superposent et donc forment un enchevêtrement subtil dont la cohérence, évidemment, échappe parfois aux femmes interrogées. Donc, tout d'abord, la place du travail dans la vie des femmes. La conciliation donc, va dépendre de la place que tient le travail dans la vie de la femme et dans la manière dont elle a pu ou non se projeter dans une carrière professionnelle. Et ceci ne va pas de soi. Selon les contextes familiaux, il est plus ou moins facile de s'inscrire dans un projet professionnel et de faire des études pour y parvenir. Donc, je vais prendre des petits exemples. Rosette, par exemple, dont je nomme, ce n'est pas les vrais prénoms, j'ai renommé les personnes interrogées. Donc Rosette, par exemple, qui avait 15 ans en 1965, n'a pas pu présenter l'examen d'entrée en seconde parce que son père disait, par exemple, « Tu vas faire honte à ta famille parce que tu vas rater l'examen ». Toutefois, elle a cependant pu entrer dans une école de chimie, et c'est vrai que son parcours montre qu'elle a connu beaucoup de périodes de chômage, de petits boulots, avant d'accéder à des emplois plus stables. Donc la manière dont elle a pu s'engager dans son travail n'a pas été facile, puisqu'au départ, il y avait eu une forte dévalorisation. Les récits de vie montrent que deux facteurs sont déterminants à ce niveau, donc la profession des parents d'une part, et d'autre part, les études qu'ont pu faire les femmes interrogées. On ne se projette pas de la même manière dans les études selon que les parents sont ouvriers ou cadres supérieurs, sans parler de situations inévitables, parce que la vie offre toujours de bonnes surprises. Il est plus difficile pour celles issues d'un milieu modeste de se projeter dans une carrière professionnelle qu'elles ont choisie. Cette situation va bien sûr avoir des conséquences sur la vie familiale, le choix d'arrêter ou non de travailler pour élever ses enfants. Ainsi, Carole, dont les deux parents travaillaient dans l'éducation, a entrepris des études supérieures et est devenue professeure d'université. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant de recroiser un peu les différentes interventions. Et elle, bien que pour trouver un système de garde, ça n'a pas toujours été facile, elle nous dit « Ce n'est pas parce qu'on avait du mal à trouver un mode de garde que j'ai laissé tomber mon boulot, ça nous a jamais effleuré ». Carole s'est donc investie dans les études, a fait carrière dans le supérieur et à aucun moment n'a envisagé d'arrêter son travail pour élever ses deux enfants. En d'autres termes, sa carrière occupe une place importante dans sa vie, tout comme ses enfants d'ailleurs. C'est un travail qu'elle a choisi, qui la valorise et qui est reconnu par son entourage. Par ailleurs, elle emploie également une femme de ménage, donc je trouvais intéressant encore une fois le recoupement. Le parcours de Fabienne, bien que particulier, donc c'est une autre personne que j'ai interrogée, particulier parce qu'elle a réorienté sa vie professionnelle à la suite d'un grave problème de santé, est similaire. Elle a fait des études supérieures de commerce, a été un temps directrice commerciale d'une agence de communication événementielle à Paris, pour ensuite s'investir dans une exploitation agricole aux Arcs avec son mari. C'est le cas également de Stéphanie, une autre personne interrogée, qui a repris le commerce de ses grands-parents.
Pour toutes les trois, le travail tient une place déterminante dans leur vie. À aucun moment, le choix entre travail ou maternité ne s'est posé. Il était évident qu'elles continueraient à travailler, bien qu'ayant des enfants. Et toutes les trois ont aujourd'hui entre 43 et 46 ans. Il n'en va pas de même pour celles issues d'un milieu plus modeste. C'est le cas par exemple de Camille, qui est de la même génération, puisqu'elle a aujourd'hui 45 ans, dont la mère est employée de mairie. Bien qu'elle soit titulaire d'une licence d'histoire, elle n'a pas réussi à trouver d'emblée un emploi stable jusqu'à ce qu'elle suive assez tardivement une formation pour devenir monitrice auto-école. Donc ici, on est devant un parcours beaucoup plus fragile, incertain. Par ailleurs, elle s'est séparée de son conjoint lorsque sa fille n'avait pas 1 an et elle n'a pas obtenu sa garde. Ce fut donc pour elle une grande souffrance et en bref, elle a beaucoup galéré. Donc se projeter dans une vie professionnelle ne va pas de soi en fonction du milieu d'où l'on vient et des représentations que les unes ou les autres se font du travail. Plus exactement, la nécessité de travailler est une évidence pour la plupart des femmes interrogées. Toutefois, en fonction du type de travail et l'investissement dans les études, certaines négligent leur vie professionnelle. Il existe ici peut-être aussi un effet de génération. Par exemple, Sabine, qui a aujourd'hui 65 ans, a arrêté de travailler pendant 10 ans pour élever ses enfants. Elle est originaire d'Alsace. Elle travaillait donc dans une grande surface puis à l'usine. Et elle nous explique qu'après la naissance de la seconde, elle a arrêté de travailler pendant 10 ans parce qu'elle ne voulait pas les faire garder par des personnes étrangères. Il n'en était pas du tout question. Et elle nous dit aussi qu'elle ne regrette absolument pas parce que quand elle voit les jeunes mamans qui courent, le stress occasionné, etc., c'est particulièrement difficile. Et elle nous explique aussi que c'était un peu la même chose pour sa mère, puisque, donc ça c'est un extrait d'entretien aussi, à partir du moment où elle a eu son premier enfant, sa vie a été coupée. C'est ce qu'elle disait. Elle ne pouvait plus rien faire d'autre. C'était en 1938, elle ne parlait pas français, elle était femme au foyer jusqu'au bout. Donc, ce qui veut dire que le modèle de la femme au foyer qui élève ses enfants, femme au foyer, ou femme qui arrête de travailler pour élever ses enfants, reste un modèle valorisé et enviable. C'est ce que pensent donc d'autres personnes plus jeunes que j'ai pu également interroger, d'ailleurs d'origine marocaine. Samia, 28 ans par exemple, et Fadila, 31 ans, qui ne sont jamais, apparemment ne se sont jamais posé la question du travail. Tous deux n'ont pas fait d'études. Fadila est venue s'installer en France juste après son mariage, donc avec son mari qui lui était né aux Arcs. Elle ne parlait pas le français, donc elle a fait de gros progrès depuis. Et donc elle s'est mariée et elle a aujourd'hui 3 enfants et à aucun moment il lui est venu à l'idée de travailler. Voilà, son idéal de vie c'est d'élever ses enfants. C'est le cas aussi de Samia qui elle est née en France et qui a arrêté très vite l'école. Elle est rapidement tombée enceinte après son mariage et il était évident qu'elle se consacrerait à l'éducation de ses enfants. Donc j'en viens à ma deuxième partie, la place de l'enfant dans le projet de vie de couple. Nathalie Heinick remarquait il y a une dizaine d'années que le propre de l'identité au sein de la famille est qu'une épouse et une mère sont parfaitement insubstituables, contrairement à l'univers professionnel qui n'offre pas toujours de satisfaction, ce qui procure des gratifications narcissiques fondamentales. Si une conciliation efficace entre travail et maternité dépend de la place que tient le travail dans la vie des femmes, elle dépend également du projet de vie du couple. De quelle manière les femmes se sont-elles projetées dans une vie familiale? Les deux partenaires y aspiraient-ils? Ici également, plusieurs cas sont observables. Pour certaines, le mariage et la maternité semblaient une évidence. La maternité est désirée. Les deux partenaires souhaitent une vie de famille et ce projet de famille passe souvent encore par l'étape du mariage. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. La maternité, évidemment, peut arriver sans que celle-ci ait été programmée ni même imaginée. Donc, c'est le cas de Camille qui donc, a rencontré son conjoint et au bout de 2 mois, elle ne prenait pas la pilule, elle est tombée enceinte
Et elle nous dit, c'est arrivé comme ça, je ne prenais pas la pilule, et puis je ne faisais pas particulièrement attention, je ne savais pas que j'étais enceinte, mais il n'y avait pas de désir, ni de sa part à lui, ni de sa part à moi. Rosette, autre situation, n'avait pas non plus particulièrement de désir d'enfant, mais pour elle, il existait une pression familiale et sociale. Donc je cite encore un court extrait d'entretien. J'étais contre le mariage, je ne voulais pas d'enfants parce que je disais qu'on est déjà trop nombreux sur Terre, il y a trop de pollution, etc. Et après, vers 34 ans, je me suis dit quand même, ma mère qui me disait tout le temps, quand est-ce que tu nous fais un petit? Déjà que je n'étais pas mariée, ma mère l'acceptait, mais tout juste. Donc en fait, le projet de vie de famille est quelque chose de très important parce qu'on voit bien que là va venir s'imbriquer quelque chose de très important quant à la possible conciliation positive entre travail et maternité. Lorsque, donc j'essaie de faire court, lorsque l'enfant arrive, alors évidemment ça crée un bouleversement professionnel et familial, et encore une fois une disparité est observable en fonction des carrières, du niveau d'études des femmes, celui de leurs conjoints et de la volonté des deux partenaires à s'investir dans l'éducation des enfants. Certains conjoints vont participer à l'éducation des enfants. C'est le cas par exemple de Carole, donc c'était notre universitaire, où nous avons un papa qui s'implique vraiment beaucoup. C'est le cas aussi de Fabienne qui travaille sur une exploitation agricole. Par contre, pour d'autres, c'est vraiment beaucoup plus chaotique et les femmes prennent en charge la totalité de l'éducation, enfin la totalité ou presque, de l'éducation des enfants. Donc en clair, en conclusion, la conciliation entre travail et maternité est dépendante d'un certain nombre de facteurs, le niveau de diplôme, le métier occupé, les bonnes relations dans le couple, le poids de l'environnement familial et social. Les témoignages renseignent également sur l'évolution des mentalités en fonction des générations. Très peu de femmes interrogées ont fait le choix entre vie familiale et vie professionnelle. Toutes ou presque ont cependant tâtonné, cherché différentes solutions de garde par exemple, qui leur permettent de continuer à travailler. Ainsi que le notait Natalia Hennig, être une épouse et une mère accomplie en même temps qu'une travailleuse efficace et reconnue s'accompagne d'une élévation des contraintes. On se sent tenu d'occuper chacun de ses rôles et voire frustré, voire coupable si l'on n'y parvient pas. L'accroissement des droits à une vie heureuse va de pair avec un alourdissement des devoirs envers soi-même. Plus on a de possibilités de satisfaction existentielle, plus on a de risques d'insatisfaction. C'est le paradoxe de la liberté contraignante. Il est donc complexe de faire évoluer les pratiques, car même si une prise de conscience de toutes ces contraintes a lieu, les mères tiennent à garder leur rôle traditionnel, facteur de reconnaissance sociale et constituant comme un territoire. L'évolution sociale ne peut que passer par une redéfinition de ce que signifie être mère et plus généralement parent, afin de ne pas s'enfermer dans un rôle unilatéral. Trouver son équilibre entre ces différents rôles sans les mettre en contradiction.